Jusqu'à 19h15 sur le plateau de LCN, c'est la quotidienne. La quotidienne au cours de laquelle on enchaîne différents sujets dans des genres très différents pour vous donner chaque jour un panorama le plus complet possible de tout ce qui se passe en Seine-Maritime et dans l'Eure, dans toute la Haute-Normandie, ce qui est la zone d'ailleurs de diffusion de LCN. Félix, je me retourne à nouveau vers vous parce qu'on va parler maintenant expression artistique à laquelle se mêle un peu de publicité. Enfin, c'est assez original. Tout à fait, avec Sophie Relais qui est artiste et Natalia Bucking qui est son agent. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Alors Sophie, je vous connais un peu, on avait déjà fait un sujet pendant Normandie Impressionniste. Vous êtes une artiste qui travaille, enfin vous travaillez sur des affiches publicitaires. Alors première question très simple, pourquoi ? Alors c'est mon support favori parce que en fait pour moi c'est un témoin du temps qui passe et en fait j'y suis très sensible depuis quelques années parce que c'est dans ma vie personnelle aussi j'ai une perception du temps qui passe qui est un petit peu différente et donc c'est un support qui me parle vraiment et je peins surtout des portraits, enfin pour l'instant, et donc ça donne vraiment la vérité, la maturité, la singularité en fait au personnage, qui ne serait pas le cas si je peignais sur des supports neutres, plats, et voilà. C'est toute l'imperfection de l'affiche en fait qui me plaît. D'accord. D'un point de vue technique, comment vous y prenez ? Alors j'ai trois pour l'instant, mais c'est un support tellement riche que j'espère faire évoluer mes techniques. Mais pour l'instant, je peins soit au pochoir et à la bombe sur le devant des affiches, donc le côté publicitaire qui est déjà un support très chargé. Donc c'est pour ça que je me sers du pochoir et de la bombe où le message est très efficace. Sinon, je travaille aussi sur l'envers des affiches. Donc là, c'est un support blanc, mais qui est tout fripé, tout abîmé, où il y a un petit peu d'impression de l'affiche qui ressort. Et là, je travaille à l'encre de Chine, avec un dessin assez précis, et c'est le contraste qui me plaît entre ce dessin très précis et le côté abîmé de l'affiche. Félix, je vous laisse poursuivre l'échange avec Sophie, mais je veux servir moi aussi de présentation. Et en fait, je me transforme en galerie d'exposition. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Voilà, j'étais présentateur de la quotidienne, maintenant je suis une galerie d'exposition. Voilà ce que vous faites très exactement. Alors justement, prochainement, vous allez exposer vos œuvres. Oui, tout à fait, à l'hôtel de Bourtroud, du 1er novembre au 31 décembre. Et donc, c'est effectivement, il y aura toutes ces techniques en fait exposées, celles que je viens d'expliquer, et une troisième dont je n'ai pas parlé, mais qui est le support que je récupère donc dans la rue et que j'uniformise d'une couleur et je viens peindre à l'acrylique dessus. Donc c'est une troisième technique. Et vous signez Official Bill Stealer. Oui, pourquoi ? Ce qui signifie voleuse officielle d'affiches. Vous êtes dans l'illégalité quand vous faites ça ? Non, je crois pas, parce qu'en fait, je déchire des affiches sur des panneaux d'affichage libre. Donc ce serait peut-être les afficheurs, enfin les annonceurs qui pourraient m'en vouloir, mais bon, c'est recouvert tous les jours, donc je pense que je risque pas grand-chose. Donc voilà, c'est... Natalia, pourquoi vous avez apprécié le travail de Sophie ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Alors moi, ce que j'aime avant tout, c'est la force qu'elle dégage quand elle fait ses portraits. J'ai l'impression qu'il nous regarde, qu'il nous scrute l'âme. Et c'est ça, en fait, qui m'a séduit chez Sophie. Et son évolution également dans son travail. Je trouve que c'est une artiste qui évolue très vite. Et moi, j'aimerais revenir peut-être sur votre formation. Elle n'a rien à voir avec le street art. Non, pas du tout. Oui, je suis effectivement à la base dessinatrice en joaillerie. Et donc un métier extrêmement précis, rigoureux, avec un cahier des charges très précis. Et c'est pour moi, en fait, quand j'ai rencontré les affiches, ça a été une libération parce que le fait de déchirer, c'est libérateur. Ouais, complètement, oui. Donc ça m'a ouvert une porte que je connaissais pas de moi-même. Ça a été, et j'espère continuer sur cette progression. Pour conclure, c'était important de rencontrer Natalia. C'est vrai que les artistes ont parfois du mal à se vendre. Est-ce que c'est obligatoire maintenant si on veut bien évoluer ? C'est indispensable, je pense. C'est indispensable. En fait, moi, je suis directrice de la Iota Art Factory, qui a avant tout pour vocation d'accompagner, d'aider, d'assister des jeunes artistes qui ne sont pas connus, plus essentiellement des artistes
de ma région, parce que je trouve que c'est important. Je trouve que Rouen est une ville charmeuse d'artistes. Il y a des pépites un petit peu partout et le tout, c'est de les découvrir. Voilà, Sophie en fait partie, Teddy Gardez également, qui va exposer en même temps que Sophie à l'hôtel de Bourteroulde, en fait partie également. Et donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de les accompagner et de les faciliter dans leur travail. Et en second lieu, également de mêler l'art au monde de l'entreprise, qui sont deux mondes totalement différents, mais qui s'imbriquent parfaitement bien. Ça permet, c'est fédérateur dans le monde de l'entreprise, c'est également facilitateur au niveau du business. Donc voilà, je tends à développer cette activité avec mes artistes. Voilà. Merci beaucoup, Natalia Böcking, de cette énergie et de ce savoir-faire que vous développez à la faveur des artistes, puis à notre faveur aussi, à nous tous qui aimons aller au contact de ces œuvres. Et donc, vous l'avez dit, mais je le redis pour nos téléspectateurs, on peut retrouver du 1er novembre au 31 décembre les œuvres alors de Teddy Gardez, mais aussi de Sophie Rollet, qui est à nos côtés, à l'hôtel de Bourteroulde. Voilà, ne vous privez pas d'aller voir son travail. Et qu'est-ce que je vous présente maintenant? Eh bien, c'est normal. Demain, c'est la Toussaint. Eh bien, un sujet sur les chrysanthèmes qui a été réalisé par François Leroy. Les chrysanthèmes, c'est actuellement, pleine période de la Toussaint. À partir, on va dire, du mois d'octobre, on commence, jusqu'au 1er novembre, c'est la pleine période. En chrysanthème, il y a le traditionnel qui est le chrysanthème à grosses fleurs. Qui se vend de moins en moins, qui est remplacé par le chrysanthème petites fleurs, et un qui marche de mieux en mieux, qui est de plus en plus à la mode, c'est le chrysanthème arlequin, où il y a plusieurs coloris dans le pot. On a à peu près 800 chrysanthèmes qui sont entrés ce matin. C'est une des plus grosses périodes de l'année. Ça représente actuellement, on va dire, 50 à 60% de notre chiffre d'affaires de tous les jours. En quantité, on est à peu près à 10 000 chrysanthèmes, vendus sur, on va dire, 2 semaines. Ça n'a pas besoin de grand-chose, en fait. Un petit peu d'eau, faire attention quand même aux fortes gelées. Actuellement, le climat est propice. Le climat est doux, donc il n'y a pas de problème. On peut mettre des chrysanthèmes au cimetière, par exemple, mais on peut également aussi en mettre dans les jardins. C'est très joli, ça donne de la couleur. Pendant la période de l'automne, qui est une période assez triste en règle générale, ça permet d'égayer le jardin. Je ne sais pas, Jacques Tanguy, qui venait de nous rejoindre sur le plateau de la Quotidienne, s'il y a des chrysanthèmes dans les jardins de l'abbaye de Bonport. Le savez-vous? Bah, a priori, non. A priori, non. Bon. Mais je vais vérifier. Écoutez, ça serait peut-être bien de penser pour l'année prochaine. Jacques Tanguy, notre historien préféré, il était avec nous la semaine dernière déjà, et il est réclamé toujours, Jacques Tanguy. Alors, on a plaisir à l'avoir avec nous. Et puis, Stéphanie, qui est toujours avec nous, bien sûr. Et puis, également Thierry Chion. Thierry Chion, il est journaliste d'un journal que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de Côté Rouen. Mais il est aussi écrivain, et il nous parlera de deux de ses ouvrages. On va commencer par Jacques Tanguy. Cette abbaye de Bonport, finalement, elle est à la fois proche et loin de nous. Proche parce que lorsqu'on est sur l'autoroute A13 vers Paris ou de Paris vers Rouen, on passe tout près d'elle. On peut même la voir, vous allez nous dire, lorsqu'on est du côté de Pont de l'Arche. C'est superbe et il faut y aller. Et vous êtes là, Jacques, pour nous donner envie. Expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? C'est un cadre superbe que le cadre de cette abbaye. C'est juste à côté de Pont de l'Arche, charmante petite ville aussi. Et puis c'est une abbaye qui a une histoire, et une histoire tout à fait passionnante. C'est une abbaye cistercienne qui a été créée à la fin du XIIe siècle par Richard Cœur de Lion. Le célèbre Richard Cœur de Lion. Célèbre Richard Cœur de Lion. Et bien sûr, mais duc de Rouen aussi, n'oublions pas. Son cœur est enterré dans la cathédrale de l'église métropolitaine. Richard est à l'origine même d'une légende concernant cette abbaye, qui est la légende peut-être du nom même de l'abbaye. La légende raconte que Richard chassait dans la forêt, plein de forêts dans cet endroit-là, et il tombe dans la Seine avec son cheval. Pas facile avec une armure, hein. Suspense. Et alors, il voit sa dernière heure venir. Et il dit, si j'arrive au bord,
si j'arrive à bon port. Ah oui, à bon port. Voilà. Si j'arrive à bon port, je le jure, je vais créer une abbaye. Bon, ça c'est la légende. Je l'aime bien. Elle est sympathique. Alors les historiens, ils sont toujours extraordinaires parce qu'ils nous racontent de super histoires, puis après ils nous disent c'est des légendes, on aurait tellement voulu y croire. Mais tu peux y croire, Sylvain, si tu veux. Mais l'histoire, elle, nous apprend que, avant même que Richard soit roi, il avait déjà eu l'idée de créer cette abbaye. Alors pourquoi ? Eh bien parce que cette abbaye se situe à un endroit stratégique essentiel, dans cette vallée de la Seine qui est la voie de pénétration depuis le centre du royaume de France, depuis le royaume capétien, vers l'intérieur. Alors, à l'époque, le roi de France, Philippe Auguste, ne rêve que d'une seule chose, c'est de mater ces damnés normands qui avaient pris quasiment leur indépendance, qui avaient fait un royaume quasiment plus puissant que le royaume capétien, que le royaume de France. Alors, donc, il décide de créer cette abbaye. Il va y avoir quelques vicissitudes. C'est quand il va être roi qu'il va confirmer une charte de fondation dont on a ce qu'on appelle le vidimus. C'est un terme savant, je vous rassure. Vidimus, ça veut dire une sorte de confirmation, de copie de cette charte de fondation. Et cette charte de fondation nous apprend donc que les Cistériens s'installent à cet endroit-là. Alors aujourd'hui, évidemment, ça donne envie, on a envie d'y aller. Les portes sont ouvertes, on peut visiter, le public y a accès ? Oui, alors ce n'est pas un accès permanent, c'est une abbaye privée. C'est une famille, je pense on peut les citer, monsieur et madame Delimboeuf, qui sont les propriétaires de cette abbaye. Ils l'ont eu en achetant une très grande exploitation agricole et ils consacrent beaucoup de passion, beaucoup d'argent à la restauration, à la mise en valeur. Alors c'est ouvert pendant toute la saison, mais c'est également ouvert toute l'année, et en particulier, il y a une activité de réception qui est tout à fait importante. On peut y organiser un mariage, une réunion, enfin plein de choses dans cette abbaye, et les locaux sont assez largement conservés d'ailleurs. Merci beaucoup, Jacques Tanguy. Si vous voulez en savoir plus sur l'abbaye de Bomport, je vous conseille, et Jacques Tanguy lui-même d'ailleurs vous conseille la lecture de cet ouvrage, L'abbaye de Bomport. Il nous a dit que ça se trouvait dans toutes les bonnes librairies. Et si elle ne figure pas dans les rayons, vous pouvez bien sûr demander à votre libraire qu'il vous la commande. Jacques Tanguy, je vous donne le choix. Si vous racontiez des histoires de crimes, vous seriez pour moi Pierre Bellemare. Si vous faisiez de la cuisine, vous seriez Jean-Luc Petit-Renaud. Lequel vous préférez ? Très largement Jean-Luc Petit-Renaud. Bon, alors vous êtes notre Jean-Luc Petit-Renaud du patrimoine et de l'histoire. Et puis comme je vois que tous ceux qui nous regardent réclament encore Jacques Tanguy, vous revenez bientôt ? Ce sera avec plaisir. Avec une nouvelle histoire, des nouvelles légendes. Merci beaucoup. Et on va retourner maintenant sur les flots avec une nouvelle histoire de voile. Et c'est Stéphanie qui nous emmène naviguer. Oui, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un film qui n'est pas sorti cette semaine, mais qui sort la semaine prochaine, le 6 novembre, c'est En solitaire. Un premier film de Christoph Offenstein qui nous raconte le parcours d'un marin pas comme les autres. C'est François Cluzet qui va faire cette grande course qui est le Vendée Globe. Et voilà que ce marin, en fait, il est parti, sa coque se casse et il doit faire une réparation sur une côte. Il repart ensuite et il ne s'est pas aperçu tout de suite qu'un jeune clandestin est monté à bord de son monocoque. Et là, ça pose problème puisque la course du Vendée Globe, c'est une course en solitaire. Deux options s'offrent à lui. Soit il donne la présence de ce jeune clandestin et alors il déclare forfait, soit il ne dit rien et il continue. Et ça, vous le saurez si vous allez voir le film. Et ce film, vous pouvez le voir dès demain, vendredi 1er novembre, au cinéma Pathé Doc de Rouen, à 16h en avant-première. Il y aura même l'équipe du film qui sera là, le réalisateur Christoph Offenstein et François Cluzet. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce film, Sylvain ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. C'est par exemple déjà la présence même de François Cluzet. François Cluzet, c'est un grand acteur. Et le film, il est également bluffant de réalisme. Il a été tourné en pleine mer, avec toutes les difficultés que ça implique. 19 techniciens sur un monocoque, dans des conditions de météo extrêmes. Et on se rend vraiment compte de la difficulté de cette course en solitaire du Vendée Globe, sans assistance, qui est même parfois surnommée l'Everest de la mer. Alors, on regarde tout de suite la bande-annonce. Il avait promis de me rappeler, papa. Il le fera plus tard. C'est dangereux. Qu'est-ce que t'as foutu? T'as perdu une place. T'as un bateau sous ta responsabilité, je te rappelle.
juste prends 3 secondes et tu me donnes des nouvelles, quoi. Pour son premier Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire, Yann Kermadec remplace au pied levé Franck Greville. Et au 3e jour, il est tout simplement second au classement général. Putain de merde! Comment t'es monté? Qu'est-ce que tu fous là? Oh! Tout ça, c'est ma course. C'est quoi cette route là? T'as une merde? Ah non, tout va bien. Si jamais on me voit, je suis mort. Je sais que tu peux les battre. Tu gardes confiance et tu continues, d'accord? T'as envie de te foutre en l'air? Mais Franck, t'inquiète, je sais ce que je fais. Il sait ce qu'il fait là. Il va direct sur la plage au Brésil. Tu veux me disqualifier ou quoi? Raconte ce que tu veux à ma sœur, mais me prends pas pour un con. Dis-moi la vérité. Yann! Yann! Tu mens tellement. Toi aussi. Tu vas pas tout foutre en l'air, qu'est-ce qui t'arrive là? Pour moi, tu peux gagner. Alors, une dernière information un petit peu people, si je puis dire. Ne manquez pas ce samedi 2 novembre à 15h30 à l'Armitière à Rouen, Elise Moon, qui nous présentera son livre « Je grandirai plus tard », qui est un livre autobiographique. Il y aborde des sujets comme l'amour, la mort, l'amitié, avec une vraie sincérité. Et vous allez, je crois, Stéphanie, à sa rencontre à cette occasion. Exactement. On peut le dire? Ah ben, on peut le dire. Bon, je peux venir avec vous? Avec plaisir. Eh bien, c'est super. Eh bien, donc, le lien est tout trouvé avec mon invité, notre invité, qui se trouve donc à ma gauche. Et puisqu'on parle d'édition littéraire, eh bien, c'est Thierry Chion. Thierry Chion, vous êtes journaliste au magazine, oui, on peut dire magazine, à l'hebdomadaire. Un hebdomadaire. L'hebdomadaire gratuit Côté Rouen, que vous pouvez trouver chaque semaine à partir du mercredi dans toutes les rues de la ville. Et vous êtes aussi, je ne sais pas si je dois dire aussi et surtout, mais en tout cas vous êtes auteur de 2 ouvrages qui sortent actuellement. Un premier dont on va parler tout de suite, qui est un supplément, un hors-série à l'édition Côté Rouen, et qui nous raconte 70 années d'histoire musicale à Rouen. Comment est venue cette idée et pourquoi vous en êtes arrivé à faire paraître ce document? Pour moi, la musique à Rouen est une vieille passion. J'ai pratiqué jadis la guitare basse. Vous avez joué en groupe aussi? Oui, également. Ouais. Qui s'appelait? Feedback. Je sais que vous ne voulez pas trop le dire, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Mais je crois qu'on a un point commun d'ailleurs. Oui, allez, enchaînez, enchaînez. Donc, l'idée de travailler sur la musique à Rouen me trottait dans la tête depuis pas mal d'années. Et lorsque ma direction est venue me voir en me proposant le sujet, j'ai tout de suite bondi sur l'occasion d'enfin pouvoir faire quelque chose dessus. Et ça a donné ce supplément de Côté Rouen de 40 pages qui retrace l'histoire musicale rouennaise populaire de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Donc des années de jazz jusqu'aux années hip-hop. Voilà, donc quel que soit le genre musical auquel on est attaché, on va trouver son bonheur avec, en page à la une, si je puis dire, une icône. Dominique Laboubé, le chanteur des Dogs, un groupe rock emblématique de la scène rouennaise, tant au niveau régional qu'au niveau national, un groupe qui en a entraîné plein d'autres derrière lui dans les années 80, et qui a eu plein de successeurs comme les Mr. Moonlight, comme les Tahiti 80, comme alors je vous teste un titre des Dogs, par exemple. Too Much Class for the Neighborhood. Too Much Class. Un grand titre des Dogs. Trop de classe pour le voisinage. Sylvain, oui. Ça donne quoi au niveau chanson? C'était une ligne mélodique qui était assez unitaire en fait. C'était Too Much Class for the Neighborhood. Je sais pas bien. Bravo. Bon, vous prendrez votre basse, on reprendra la guitare. Deuxième ouvrage que vous faites paraître, Thierry Chion, c'est, alors dans un genre très très différent, c'est Pompiers sous les bombes, qui reprend une période très noire. Alors j'ai envie de dire aussi une période rouge. Expliquez-nous. Rouge, très rouge, vu que près de 30 hectares de la ville de Rouen sont partis en fumée au cours de la Seconde Guerre mondiale, majoritairement au cours de 3 gros incendies liés à des raids alliés.
ceux de la Semaine Rouge, fin mai 1944, début juin 1944, les raids de juin 44 et août 44, qui visaient cette fois-ci l'armée allemande en retraite, et puis d'autres raids comme le 19 avril 1944, et une action allemande, celle de l'invasion le 9 juin 1940, où les Allemands, pour punir la place qui n'avait pas été ouverte et qui a osé opposer une résistance assez sommaire aux troupes allemandes et aux troupes blindées qui entraient en ville, les Allemands ont incendié tout le quartier sud de la cathédrale. Je vois Jacques Tanguy qui opine du chef, comme on dit, parce que ce sont, bien sûr, c'est une époque qui lui parle énormément et qu'il connaît lui aussi. Voilà. Dans ce livre, alors, vous rendez hommage aux soldats du feu, c'est ça? Voilà, aux sapeurs-pompiers rouennais, qui étaient fort peu nombreux en 1940, des effectifs qui ont un peu augmenté au cours de la guerre, mais pas trop, et surtout à tous les volontaires des centres alentours qui sont venus par centaines à Rouen, notamment au cours de la Semaine Rouge. Rien que le centre de Paris a envoyé 450 hommes à Rouen pendant la durée de la Semaine Rouge. Merci beaucoup, merci messieurs, merci Jacques Tanguy, on vous retrouve prochainement. Merci beaucoup Thierry Chion pour ces 2 ouvrages. On vous propose maintenant la minute de la formation, il s'agit du métier de calorifugeur. La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 29 ans et je suis calorifugeur. J'ai trouvé une formation au Havre, éducation-formation, une formation de calorifugeur. J'ai l'isolation des tuyauteries, des appareils, souvent en industrie chimique, pétrochimie, pharmaceutique. Partout en fait, même le second œuvre de bâtiment, tout ce qui est faux plafond, tout ça. Tu ressors de la formation avec un titre professionnel. Avec ça, tu trouves aisément du travail. J'avais même pas fini la formation que j'avais intégré une grosse société, Café Harvener. J'ai fait 6 mois d'intérim, par la suite une embauche. Pendant cette période d'intérim, j'étais revenu faire mes épreuves. Et il y a des possibilités d'évoluer, c'est complet, on gagne bien sa vie. On a la sûreté de l'emploi parce qu'en période de crise, je suis dans une entreprise qui marche bien. J'aime bien ce métier-là. J'ai gagné un concours en 2009. C'est le meilleur monteur en calorifuge en fait, qui s'est passé à Martigues, donc inter-entreprise, et puis j'ai gagné, je suis arrivé premier. Grâce à cette formation, j'ai pu avoir un CDI assez rapidement, même très rapidement, et puis donc gagner assez bien ma vie aussi, donc construire ma vie grâce à l'éducation-formation. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Vous êtes dans la quotidienne sur LCN, toujours sur notre plateau. On enchaîne les sujets, ils se suivent. Et là maintenant, on va parler de vie associative. On va parler aussi, Stéphanie, d'entraide. Oui, exactement. Avec vous, Arnaud Debray, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président de l'association Aide à l'enfance démunie. C'est une association que vous avez créée il y a plus de 10 ans, c'est ça? C'est ça, c'est une association que j'ai créée avec des amis burkinabés au Burkina Faso et qui, vous voyez le dire, vient en aide à une population d'enfants démunis dans la banlieue de Ouagadougou. Oui, voilà, parce que votre association, elle est située au Burkina Faso, donc au sud du Mali, en Afrique subsaharienne, et vous êtes le représentant français de cette association. C'est ça, tout à fait. Alors, quelle est la mission de cette association? Alors, cette association, c'est difficile de le définir parce qu'il n'y a pas l'équivalent en France, mais pour faire simple, je dirais que c'est en quelque sorte une maison de quartier qu'on a implantée dans ce qu'on appelle là-bas une zone non lotie, nous on dirait dans une zone de bidonville en fait, et qui permet à des enfants qui vivent souvent dans des maisons en terre, sans eau, sans électricité, d'avoir dans leur zone un point d'ancrage où ils peuvent trouver des tables, des chaises, ce qu'ils n'ont pas chez eux, de la lumière et de l'électricité, ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et différentes actions que vous proposez, comme l'éducation. Voilà, des activités éducatives le jeudi et le samedi, une bibliothèque, une salle de télévision avec des projections. Et puis nous avons 3 salariés permanents, dont des animateurs, qui proposent à ces groupes d'enfants par tranche d'âge des animations éducatives. Alors comment on peut faire pour aider votre association ? Écoutez, me contacter, et puis en fonction du profil de celui qui me contactera, on pourra tout à fait échanger librement pour voir comment un tel ou un tel peut être d'un apport utile à l'association, puisque les profils sont très différents et les besoins sont très divers aussi. Et on peut peut-être aussi faire des dons ?
Alors on peut aussi faire des dons, puisqu'effectivement on a une structure sur place avec 3 salariés permanents, et donc on a des coûts de fonctionnement comme toute association on aurait en France ou ailleurs. Et donc effectivement on a nécessité, notre but, de boucler un budget au profit de ces enfants démunis, et tous les dons, même très modestes, sont toujours les bienvenus. Alors par exemple, si on vous donne 30 €, il y a une équivalence en francs CFA, et qu'est-ce qu'on peut acheter avec cet argent pour les enfants? Alors pour vous donner une idée de ce que représenterait 30 €, je peux vous dire par exemple que le SMIC mensuel au Burkina Faso est de 60 €. Donc 30 € c'est un demi-mois de SMIC, donc ça vous permet de réaliser qu'avec 30 €, ce qui peut paraître une somme modeste peut-être dans une structure française, on peut faire là-bas en fait beaucoup de choses. Et alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être l'adresse de votre site internet pour justement pouvoir faire ces dons? Écoutez, je vais vous donner 2 choses si vous voulez bien. Oui. D'abord, l'adresse du site internet, c'est www.aedburkina.org. aedburkina.org, et puis une adresse mail qui est tout simplement la mienne, il suffit de m'écrire et je réponds toujours, c'est debray76, DEBRAY76, @wanadoo.fr. Voilà, comme ça on pourra aider ces enfants du Burkina Faso. N'hésitez pas, tout contact sera suivi des faits. Merci à vous. Je vous remercie. Merci monsieur, merci beaucoup Stéphanie. Et on est presque à la fin de la quotidienne, mais on est surtout au début d'un week-end de 3 jours pour beaucoup d'entre nous. L'occasion de se bouger, de faire du sport. On voit ça tout de suite avec Félix et son nouvel invité. Alors, de quoi s'agit-il, Félix? J'essaie de le prononcer. Taekwondo, c'est bien? Exactement. Oui. Taekwondo avec Alan Inseke, qui est un très bon professeur de Taekwondo, je le connais un petit peu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est quoi donc, Alan, en quelques mots? Le Taekwondo, c'est un art martial qui privilégie les techniques de jambes. Donc on appelle cet art martial escrime des jambes, et on utilise principalement les frappes au plastron et à la tête dans sa forme compétitive. Oh là là, des frappes au plastron et à la tête. Oui, voilà. Est-ce que tout le monde peut faire cet art martial, même moi en tant que femme? Même vous, c'est une discipline. Comme ça, Stéphanie. Une tenue particulière. Un dobok, voilà. Comme dit Félix, c'est le nom coréen de la tenue que l'on porte. Voilà. Et on peut pratiquer, au club nous on pratique à partir de 4 ans pour les enfants et jusqu'à 77. Et il y a beaucoup de filles dans vos cours? Il y a beaucoup de filles dans nos cours parce qu'on a réussi justement à casser les représentations, puis bien montrer que c'est un art martial, on vient se découvrir et on vient s'éprouver physiquement, et c'est sympa. Alan, si on vous a invité, c'est que vous avez une pépite entre les mains qui s'appelle Adama Kébé. On a eu l'occasion d'en parler quelques fois sur la chaîne normande. Et la belle progression continue. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur ce jeune... Adama, la dernière fois qu'on s'était vu, venait de remporter les championnats de France Espoir. Hein, c'était en janvier dernier à Clermont-Ferrand. Depuis, il a continué de s'entraîner, de participer à quelques compétitions. Et suite à donc il a fait un résultat au niveau du championnat de France senior. Il a perdu, on va dire, en quart de finale. Pour une première participation, c'était pas mal. Et suite à ça, il a été repéré par les entraîneurs nationaux. Et donc là, il va commencer à performer, si on peut dire ça, en équipe de France. Voilà. En Croatie bientôt. Hein. Alors, Open de Croatie, l'Open de Zagreb la semaine prochaine. Et après, des test matchs avec la Corée. Toujours pour qu'on puisse voir comment il évolue, ce qu'il y a à travailler, et peut-être un ticket pour vraiment l'équipe de France. Et on rappelle que c'est un phénomène parce qu'il a appris ça en une année, c'est devenu un champion, c'était un footballeur de grand QI, entre guillemets, voilà. On a fait un champion. Exactement, il a très vite, on a vu qu'il avait des capacités et qu'il pouvait être doué, donc on a essayé de le mettre dans un environnement où il pourrait performer tout de suite, pour être repéré tout de suite, et puis on a eu de la chance, ça a marché. Donc on attend la suite. C'est le futur Pascal Gentil. Espérons, lui je sais qu'il le souhaite, en tout cas c'est une catégorie, les moins de 87 kilos qui est assez ouverte, il n'y a pas beaucoup de candidats, donc voilà, ça vient de... On va voir. Arnaud Debray, ça vous fait envie, ça? Vous aimeriez vous lancer dans cette discipline dont on a vu les images? Je ne sais pas si j'en serais capable, mais en tout cas c'est tentant parce que je découvre ce sport dont j'avais entendu parler succinctement. On peut pratiquer, j'imagine, à tous les niveaux. Félix, je me suis laissé dire que vous pratiquiez le taekwondo. Vous savez tout. Je sais tout. Venez ici, Félix. Non, c'est bon. Venez, Félix, venez ici tous les deux. Montrez-nous. On va pas se réduire à ça. Montrez-nous juste une prise.
Voilà. Montrez-nous juste une prise. Voilà, restez. Non, tu vas nous servir de voilà. Voilà. Allez-y, on montre. Faites-moi quelque chose de light. Un enchaînement. Allez, faites un enchaînement. Voilà. On peut directement sur Sylvain. Allez-y. On peut faire une petite clé de bras. Allez-y. Par exemple, une petite clé, ce serait pas mal ça. J'ai pas la prise encore. Alors, je vais te la prendre en direct. Alors, tu prends son poignet dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Ta main, tu mets ton pouce à l'intérieur. Ouais, et tu tournes légèrement. Voilà. Ah, il est obligé de revenir. Voilà. Il est calmé normalement. Là, je suis tout à fait calmé. Voilà, je vais finir l'émission. Merci, messieurs. Voilà, c'était juste une petite démonstration toute minime. Non, ne vous inquiétez pas. Ça ne faisait pas mal du tout. Merci beaucoup d'avoir donné un peu de concret à cette interview. Félix. Et Alan, tu reviens avec Adama dès que ça se décante pour lui, dès que c'est le futur champion officiellement. Pas de problème. Il est bienvenu. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est la fin de cette semaine un peu plus courte, puisque c'est ce soir qu'on vous laisse, 3 jours de détente. On vous retrouve tous avec beaucoup de plaisir lundi prochain à 18h15 sur LCN. À suivre tout de suite sur LCN un match de basket, il s'agit du match Rouen-Épinal. J'ai dit quoi ? J'ai dit basket. Il faut dire qu'on retransmet aussi beaucoup de basket sur LCN. C'est peut-être cela. C'est bien du hockey sur glace Rouen-Épinal. Il s'agit du quart de finale de la Coupe de la Ligue. Lundi, on parlera ballon rond, on parlera football avec le FCR et un ancien joueur. On parlera aussi, Stéphanie, cinéma régional, 7e art régional. Et puis, n'oubliez pas, encore et toujours, si vous avez un événement à nous annoncer, si vous avez des projets, si vous réalisez de belles choses qui peuvent intéresser toute la Haute-Normandie, un réflexe, un mail, rédaction@lachaînenormande.fr et on vous répond très vite. Envoyez-nous également des vidéos, si vous en avez, si vous est donné de filmer des choses intéressantes, on les passera bien sûr à l'antenne. Voilà, un grand merci à tous nos invités de ce soir, un grand merci à vous qui depuis 2 semaines nous suivez, et puis on a un grand plaisir à vous retrouver lundi prochain. On vous souhaite 3 belles journées, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Bonsoir. Très bon week-end.